Mesdames et messieurs, bonsoir. Parmi les sujets que nous allons développer, d'abord la situation en Iran, à l'instant précis où, devant le Conseil de sécurité, la demande américaine de sanctions économiques paraît devoir être abandonnée. Puis la situation en Afghanistan, au lendemain du coup d'État. À ce propos, M. Waldheim, secrétaire général de l'ONU, appelle toutes les parties intéressées au respect des droits souverains du peuple afghan. Ensuite, les sports, avec la victoire inattendue en basket-ball de la France sur les États-Unis et les pronostics du tiercé. Enfin, la suite sur Antenne 2, aussitôt après le journal, de la nouvelle série Les Dames de la Côte, dont la jeune vedette, Fanny Ardant, est avec nous ici en direct sur le plateau. Alors, Afghanistan, selon le nouvel homme fort, M. Babrak Karmel, son pays pratiquera, je cite ce qu'il a dit, une politique extérieure de neutralité positive et active. Il est vrai que ses deux prédécesseurs, les présidents Taraki puis Amin, avaient dit la même chose en venant au pouvoir et ils ont péri depuis de morts violentes l'un et l'autre. Selon l'agence de presse indienne PTI, il y aurait actuellement 6000 soldats soviétiques appuyés par les blindés patrouillant dans les rues de Kaboul aux côtés de l'armée afghane, tandis que 3 organisations musulmanes d'Afghanistan ont demandé de commencer la lutte armée contre les forces russes. M. Brejnev a félicité M. Karmel de son élection à de hautes fonctions de l'État, a-t-il dit, et les pays de l'Europe de l'Est approuvent le récent coup d'État. Dans l'ensemble du monde occidental, les réactions aux événements de l'Afghanistan sont extrêmement défavorables. Paris a exprimé sa vive préoccupation, estimant que la situation créée en Afghanistan est de nature à susciter, je cite, de légitimes inquiétudes pour la paix et la stabilité dans la région. Quant au président Carter, après avoir pris contact par téléphone avec les principaux alliés des États-Unis, il a dénoncé ce qu'il a appelé, je cite, l'ingérence grossière de Moscou, ingérence qui, selon M. Carter, est une menace pour la paix du monde. Such gross interference in the internal affairs of Afghanistan is in blatant violation of accepted international rules of behavior. Soviet efforts to justify this action on the basis of the United Nations Charter are a perversion of the United Nations that should be rejected immediately by all its members. M. Michel Jobert, ancien ministre des Affaires étrangères, était l'invité aujourd'hui d'Antenne 2 Midi. Pour lui, les événements qui se sont déroulés à Kaboul ne sont qu'une péripétie dans la lutte que se livrent les deux grands, les États-Unis et l'Union soviétique, pour le contrôle de ce que l'on pourrait appeler le sud-ouest asiatique. M. m'avait expliqué ça très bien. Il m'avait dit, mais la politique internationale, c'est un jeu d'échecs. Il ne faut pas y mettre son cœur du tout. On vous souffle un pion ici, vous vous arrangez pour en prendre un autre. Alors c'est un peu ce qui se passe. C'est vrai que cette intervention soviétique se produit à un moment assez bien choisi. Seulement, il y a toujours, et il ne faut pas l'oublier, une connivence objective entre les Russes et les Américains pour se partager la puissance dans le monde. Et c'est à ce niveau-là que les choses se règlent. Ne se règlent pas entre la France, l'Iran, les alliés européens des États-Unis. On peut même imaginer, à la limite, que M. Brejnev ait téléphoné à Carter. Mais écoutez, je crois que ça s'est fait... Avant oui. Non, mais M. Carter a téléphoné à M. Brejnev, si j'en crois les nouvelles. Oui, bien sûr. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Ces gens-là ne s'ignorent pas. Ils s'ignorent si peu qu'ils signent entre eux des accords stratégiques dès 1973. Alors, donnant, les Russes, l'Afghanistan, pour que les Américains puissent récupérer leurs otages en Iran, par exemple? Oh, écoutez, là, je vous dirais que c'est un donnant-donnant qui ne va pas très loin pour les Américains. Il faudrait que ça aille plus loin. Il s'agit toujours du partage du monde. Et par conséquent, l'Iran était une zone où les Russes et les Américains avaient convenu d'équilibrer leur présence et de ne pas être rivaux. Et pour les Russes, c'est probablement à cette situation-là qu'ils veulent revenir, et les Américains aussi. Et cela suppose que les uns et les autres laissent à l'Iran le choix de leur régime, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'ici. Parmi ceux qui ont condamné l'attitude soviétique durant le coup d'État en Afghanistan, il y a l'Iran, dont le Conseil de la Révolution a protesté officiellement contre l'ingérence de Moscou. Pourtant, d'un autre côté, l'Iran souhaite l'appui de l'Union soviétique lors de la réunion du Conseil de sécurité qui a commencé cet après-midi à New York. Téhéran espère que Moscou va opposer son veto aux sanctions économiques demandées jusqu'à aujourd'hui par les États-Unis. Cela dit, les dernières informations nous indiquent que l'ONU pourrait s'en tenir à l'envoi de M. Waldheim
son secrétaire général en mission à Téhéran pour essayer d'obtenir enfin la libération des otages. Et M. Waldheim, dont nous parlons beaucoup aujourd'hui, a dit qu'il était d'accord pour partir pour Téhéran à la condition d'y avoir des conversations sérieuses avec les personnalités responsables. Alors que M. Ghazabdeh, ministre iranien des Affaires étrangères, affirme à nouveau, et cette fois face aux diplomates de la communauté européenne, que si la pression américaine est trop forte, les otages, décidément, passeront en jugement. Alors, sur le terrain même, alors que la guerre des ayatollahs semblait réglée entre l'ayatollah Khomeini et l'ayatollah Shariat Madari, que l'on voit ici dans la ville sainte de Qam, au milieu de leurs partisans respectifs, cette bonne entente apparente, en tout cas sur ces images de Qam, ne semble pas être prise en considération dans la province de l'Azerbaïdjan, fief, rappelons-le, de l'ayatollah Shariat Madari. Ainsi, hier soir, lors de la prière rituelle du vendredi soir à Tabriz, capitale de l'Azerbaïdjan, les partisans de Madari ont mis le feu à une mosquée. Bref, la situation demeure tout à la fois très tendue et très confuse. Cependant qu'à Téhéran, les milices islamiques de l'ayatollah Khomeini se tiennent prêtes à toute éventualité, c'est pourquoi elles s'entraînent à tout moment, comme a pu le constater très en détail notre envoyé spécial en Iran, Jacques Abouchar. Appliqués, attentifs, ces ouvriers de Téhéran écoutent les explications de leur moniteur sur le fusil d'assaut allemand G3. Ce sont des travailleurs de nuit dans un dépôt d'autobus. Ils prennent donc sur leur temps de repos pour venir s'initier au maniement des armes modernes. Beaucoup ont largement passé la cinquantaine. S'ils acceptent de consacrer 2 heures, 3 fois par semaine, à monter et démonter des culasses, c'est parce que l'imam Khomeini le leur a demandé, au nom de la révolution islamique. L'Iran, leur a-t-il dit, doit pouvoir compter sur 20 millions de combattants, c'est-à-dire, en fait, tous les hommes et toutes les femmes en âge de porter des armes. Par groupe de quelques dizaines, les 12 000 employés de la compagnie des autobus de Téhéran suivent à tour de rôle l'entraînement militaire de base, avec des exercices pratiques, des simulacres de tir, où les attitudes, les gestes sont souvent maladroits. Les armes avec lesquelles se familiarisent les apprentis soldats sont surtout d'origine américaine. Ils disposent également de stocks de pistolets mitrailleurs israéliens qui équipaient l'armée du Shah. Dans leurs écoles, les filles sont invitées elles aussi à suivre des cours d'initiation aux armements à partir de l'âge de 16 ans. Selon les règles de la République islamique, la séparation des sexes est totale. C'est donc par un privilège tout à fait exceptionnel que l'équipe d'Antenne 2 a été admise parmi ces adolescentes écoutant les explications de leur monitrice. Elle s'appelle Nadere, elle a 20 ans. Timide, parlant d'une voix monocorde, Nadere semble passionner son auditoire. Cette jeune femme est une spécialiste reconnue de tous les types d'armes individuelles et de la DCA, la défense antiaérienne. En terminant sa leçon, Nadere invite les élèves à entonner un hymne patriotique à la gloire de Khomeini. Ce chant révolutionnaire promet les plus noirs châtiments à quiconque osera se dresser contre l'Iran. La dispersion du groupe donne lieu à une envolée de tchador, le voile traditionnel, redevenu presque obligatoire depuis l'instauration du nouveau régime. Bien sûr, les gros bataillons de volontaires à la préparation militaire se recrutent surtout dans les écoles de garçons. Les cours de récréation deviennent des centres d'entraînement. Dariouche, le moniteur, lance ses jeunes troupes à l'assaut d'un ennemi imaginaire. Il opère avec un réalisme qui fait l'admiration d'un public nombreux.
Dariush n'est pas un soldat de carrière. Il se montre volontiers énigmatique lorsque on lui demande où il a été formé et par qui. Peut-être au Liban, peut-être dans les camps des organisations palestiniennes. Chaque vendredi, jour de repos en Iran, Dariush et son équipe battent le rappel de tous les volontaires disponibles pour une séance d'entraînement plus poussée à l'extérieur de Téhéran. C'est le seul moment où garçons et filles se côtoient, ce qui ne veut pas dire qu'ils participent ensemble aux mêmes exercices. Ce matin-là, nous sommes conduits à une vingtaine de kilomètres de Téhéran, dans une plaine battue par un vent glacial, au pied de la chaîne de l'Elbourz, couverte de neige. La température est de l'ordre de 5 degrés en dessous de zéro. Pendant plus de 2 heures, Dariush multipliera les exercices d'hiver, progression en rampant, simulacre d'attaque. Handicapées par leur voile, les filles courent en file indienne et pour le reste sont surtout spectatrices. Nous sommes prêts à toute attaque américaine. Mais il ne s'agit pas que d'armes ou d'entraînement, car nous croyons en Dieu et c'est là notre force essentielle. Nous avons toutes les armes qu'il nous faut, mais il est nécessaire de distribuer les armes aux civils. Quand ils commencent à savoir se servir de leurs armes, alors on les envoie chez les militaires pour qu'ils se perfectionnent encore plus. Cette mobilisation générale apparente n'empêche pas l'Iran de traverser une phase délicate de sa révolution. À l'extérieur, elle défie l'Amérique, présentée comme l'ennemi satanique de l'islam. À l'intérieur, arabes, kurdes, baloutches, turkmènes, toutes les minorités s'agitent et semblent saisies par la fièvre de l'autonomie. À tous, Khomeini oppose ses grognards, comme Dariush, ou encore ceux que l'on a appelés les mostazafines, les déshérités, la masse qui suit aveuglément le patriarche de Qom. Quant aux Français résidant en Iran et qui sont venus en France à l'occasion des fêtes de fin d'année, le Quai d'Orsay les invite à surseoir pour le moment à leur retour là-bas. S'ils veulent de plus amples renseignements, le numéro de téléphone le plus commode du ministère des Affaires étrangères est 555 95 40. En Chine, le procès de la bande des 4, comme l'on dit, et dont la vedette sera la veuve de Mao Tse-tung, se tiendra à huis clos au cours de l'année qui vient. L'année qui se termine, elle, a été marquée par un si grand nombre de faits internationaux que certains événements très importants pour les pays où ils se sont produits n'ont pas toujours trouvé l'écho qu'ils méritaient hors de leurs frontières. Alors nous avons demandé à nos représentants permanents à l'étranger de nous signaler certains événements dans cette optique particulière. Ce soir, voici d'abord la réponse que Victor Vraman nous adresse d'Italie. L'événement cette année en Italie, c'est un homme. Il a 83 ans, il habite ici, dans ce palais du Quirinale. Il s'appelle Sandro Pertini, c'est le président de la République italienne. Élu pour inaugurer les chrysanthèmes, voilà que Sandro Pertini devient l'homme le plus populaire d'Italie. L'un des rares qui ne soit mêlé à aucun scandale politique, ni de près, ni de loin. Les Italiens se sont aperçus tout à coup qu'il y avait effectivement un président de la République. Le seul qui puisse donner un peu d'unité à ce pays où les Turinois considèrent les Calabrais comme des sous-développés et où les Siciliens ont parfois l'impression que les Milanais ont du brouillard à la place du cerveau. Prenons quelques exemples. Il y a une grève de la navigation aérienne, interminable. Sandro Pertini convoque les intéressés, la grève se termine. Il y a une crise politique qui dure depuis des semaines. Sandro Pertini demande à un socialiste de former le gouvernement. C'est un échec, mais c'est bien la première fois en 35 ans de règne démocrate chrétien. On arrête des terroristes et leurs complices dans une ville d'Italie. Aussitôt, Sandro Pertini envoie un télégramme de félicitations au juge chargé de l'enquête.
L'événement est donc un homme, mais cet homme pourrait bien à son tour créer l'événement. Car il est de plus en plus question en Italie de créer une république présidentielle à la française, ce qui devrait apporter un peu de stabilité à cette Italie décidément ingouvernable. En Allemagne fédérale, ce n'est pas une personnalité politique qui a frappé Michel Meyer, mais un fait de société, une tendance qui, si elle continue, peut avoir vraiment des répercussions sérieuses et même graves pour nos voisins. En Allemagne comme ailleurs, il y a des événements qui ne font pas les grands titres de l'actualité, qui ne se filment pas, pour la pure et simple raison qu'ils sont peut-être trop enfouis au fond des cœurs et des âmes. Parmi ces événements, je retiens ici, dans ce pays, le fait que depuis plusieurs années, l'Allemagne vit une dénatalité sans précédent. Cette année encore, on enregistrera un déficit des naissances de quelques 100 000. Le fait que d'ici 3 siècles, théoriquement, il n'y aura plus d'Allemands préoccupe assez peu les citoyens de ce pays. Ce qui les soucie beaucoup plus, c'est la question de savoir comment, d'ici 5 ans ou 10 ans, on financera les retraites des vieux qui quittent progressivement le travail. La population active diminue en effet et le déficit des caisses de retraite est actuellement tout à fait considérable. Alors dans le débat électoral qui sera d'actualité l'an prochain en Allemagne, entre Franz Josef Strauss et Helmut Schmidt, la question de savoir comment financer les retraites à l'avenir sera beaucoup plus capitale que celle de savoir comment répondre aux nouvelles crises de l'énergie, aux nouveaux défis de la scène mondiale. France, le plafond des cotisations de sécurité sociale a été augmenté comme prévu, passant de 4 470 francs au 1er janvier à 5 010. Attention, ce plafond ne servira plus pour calculer les cotisations d'assurance maladie versées par les salariés, puisque ces cotisations-là seront désormais calculées sur la totalité du salaire. Mais le plafond subsiste, passant, je le répète, à 5 010 francs par mois, pour calculer les cotisations vieillesse, les cotisations maladie pour la part versée par l'employeur et pour le calcul des allocations familiales qui incombent aux seuls employeurs. Le Conseil constitutionnel est surchargé de travail. Il se réunira sans doute demain après-midi pour examiner le recours déposé par 60 députés communistes sur le texte voté hier par le Parlement, texte qui autorise le gouvernement à percevoir en 1980 les impôts et les taxes existants. 58 sénateurs socialistes et 2 radicaux de gauche ont également déposé un recours qui va dans le même sens. Alors, les 9 sages du Palais Royal, les conseillers constitutionnels, ont été saisis aussi d'un 3e recours émanant des députés communistes sur le projet de loi aménageant la fiscalité directe locale, mais là, ils pourront, les sages, attendre un mois avant de donner leur avis. Nous repartons pour l'étranger à Londres pour voir des jouets de fin d'année. Philippe Arroir vous présente la grande mode britannique en cette fin d'année, la panoplie du parfait petit espion. Les Anglais, c'est très connu, sont friands d'affaires d'espionnage, on l'a vu récemment. Aussi, il ne faut pas s'étonner qu'à Londres, on trouve des magasins qui vendent tout un arsenal de gadgets qui ferait très plaisir à James Bond. Cette voiture, par exemple, elle est contre les balles, contre les bombes, contre tous les chocs. Et puis, si on vous tire dessus, vous pouvez répliquer sans bouger de cette voiture. Alors, premier de ces appareils, celui-ci qui est un récepteur et qui permet de savoir si dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, il y a un micro-émetteur. Autrement dit, cela permet de savoir si on écoute votre conversation. Vous l'avez dans la poche et si jamais il y a un micro dans les parages, la petite lumière s'allume. La même chose avec cette montre que vous portez au poignet, la petite lumière s'allume s'il y a un micro dans les parages. Et vous pouvez repérer exactement où se trouve ce micro ou ces micros grâce à cet appareil qui est dans la valise et qui vous permet donc de détecter les microphones. Cet appareil, par exemple, vous permet de constater si vous recevez ou non une lettre piégée. Cette lettre est piégée. Elle vous permet de savoir également si l'un de vos invités porte ou non un revolver. Il en porte un. Ce gadget, tout simplement pour écouter les conversations à distance. Il suffit que la parabole soit bien dans l'axe et vous écoutez les conversations qui sont à 10, 20, 30 ou 50 mètres de vous.
Cette mallette contient un détecteur de mensonges. Vous enregistrez une conversation sur une cassette tout à fait normale que vous placez ici. Vous écoutez la conversation et l'ordinateur va vous dire si vous mentez ou non. Vous appuyez sur ce bouton, sort un numéro. Plus le numéro est élevé, plus cela veut dire que vous mentez. 046, vous mentez. Ce genre d'appareil est utilisé par les compagnies d'assurance et également dans les commissariats de police. Nos clients sont des membres de gouvernement et d'ambassades, des chefs d'État, des hommes d'affaires. Les affaires sont-elles bonnes? Oui, ça marche très bien, car malheureusement de nos jours, il y a beaucoup d'espionnage industriel et même d'espionnage tout court, et nous avons tout l'équipement nécessaire pour lutter contre cela. Alors Noël n'est pour rien dans votre réussite économique? Oui, pour nous, c'est Noël toute l'année. Enfin, ce genre de lampe électrique tout à fait spéciale avec cette ampoule qui vous permet, si vous êtes dans la rue, d'allumer et cela produit à ce moment-là un flash énorme puisqu'il va aveugler votre adversaire pendant 4 heures. Rassurez-vous, je ne vous le ferai pas ce soir car vous ne pourriez pas suivre la suite de nos émissions. Sport, au tournoi international de basketball de Paris, au stade Pierre de Coubertin, un match indécis jusqu'au bout entre la France et les États-Unis. Les basketteurs français, dans un excellent jour, ont gagné par un score serré. Commentaire de Jean-Paul Olivier. Et ce sont les derniers instants d'un match plein d'intensité. Les Français sont en blanc, ils savent d'ores et déjà qu'ils ont match gagné. Un succès tout en leur honneur, malgré les quelques paniers que marquent sur la fin les Américains, qui ont de leur côté causé une surprise hier soir en prenant le meilleur sur l'URSS. Il reste 31 secondes donc dans ce match France-USA et Sénégal va tenter et réussir 2 lancers francs. Au moment voulu, la France a produit une remarquable accélération. Elle est parvenue à emballer le match. La décision apparaît donc définitive car si les Américains tentent de revenir, il est bien trop tard. Les Français, grâce à d'indéniables qualités physiques et techniques, ont su jusque-là repousser leurs assauts. Une partie dans l'ensemble d'une qualité moyenne où les joueurs des deux camps ont été souvent maladroits et belle revanche française en tout cas sur le sort. Une équipe de France qui terminera ce tournoi demain contre l'Union soviétique. Ce sera pour elle un nouveau test qui situera ses possibilités dans la perspective du tournoi préolympique européen qui se déroulera au mois de mai en Suisse. Un tournoi qui ouvrira les portes de Moscou à 3 formations. Score final 68-62. À Vincennes, cet après-midi, Lyon Brilloire a gagné le prix de Bourgogne, une épreuve directement préparatoire au prochain prix d'Amérique que nous transmettrons en direct. Quant au tiercé demain, il réunit 20 trotteurs de qualité moyenne dans le prix de Belfort. Ils trouveront, contrairement à la semaine dernière où il faisait froid, un terrain cette fois-ci alourdi par les pluies. Voici les pronostics de Pierrette Bresse dans ce prix de Belfort. Le 8, Ivins, bien qu'il n'ait pas couru depuis un mois. Le 13, Idéal d'Avril, beaucoup de classe, mais il est souvent fautif. Le 7, Ilex, c'est une jument, elle reste sur une victoire après un passage à vide. Le 20, Igbas, qui retrouve sa meilleure forme. Le 14, Iradeog, dont l'engagement paraît très favorable. Le 2, Ivaleo. Et le 5, Idéal du Marais. Je vous laisse regarder encore un instant. 8, 13, 7, 20, 14, 2 et 5. Dans un instant, juste après la fin de ce journal, Les Dames de la Côte, le nouveau feuilleton télévisé d'Antenne 2. Le premier épisode samedi dernier a obtenu un très vif succès et il a apporté au public de la télévision une révélation. Fanny, la jeune fille amoureuse d'un quinquagénaire aux tempes argentées, comme on dit, Fanny Ardant l'a bien nommée. Merci d'être avec nous. Je voudrais d'abord que vous nous donniez un bref rappel du sujet des Dames de la Côte. Eh bien, les Dames de la Côte, c'est la guerre de 14, ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après, mais surtout vu du côté des femmes.
Les dames de la côte, c'est de la côte normande. Il s'agit d'un certain nombre de familles et ces dames sont reliées les unes avec les autres par des liens de parenté souvent étroits. Oui, c'est 3 familles plutôt bourgeoises, mais on verra aussi du côté des domestiques et que la guerre va frapper également et qui vont avoir à faire front à toutes ces difficultés. Alors, dans les dames de la côte, comment cette guerre de 1914-1918 a-t-elle influencé la condition des femmes? Elle a d'abord influencé, si ce n'est d'un point de vue matériel, puisque les hommes étant partis, elles ont dû se débrouiller toutes seules et faire front à des choses qu'elles n'avaient pas. C'est la première fois qu'elles se trouvent confrontées à des problèmes, qu'il s'agisse de problèmes physiques, qu'il s'agisse de problèmes financiers. Et d'autre part, je crois qu'elles révèlent les femmes parce que la guerre est un des grands événements de la vie qui met au pied du mur et qui vont. C'est cette guerre de 14 qui va rendre les femmes telles qu'elles sont, mais qui va les magnifier dans leur propre, chacun dans leur destin, que ce soit la tante Alix, que joue Edwige Feuillère, que ce soit Fanny, que je joue, ou que ce soit Blanche, la domestique, que joue Martine Chevalier. Ça va être des destins de femmes qui vont être magnifiés par la guerre. Je ne voudrais pas vous être désagréable, mais enfin, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Alors, est-ce que le rôle des hommes est bien mis en valeur par la réalisatrice et la productrice de la série? Parce que, bon, ce sont des histoires de famille dans lesquelles les femmes sont très importantes, mais après la guerre, je crois qu'une des choses qui révèle les femmes, c'est l'amour. Et les hommes sont là pour donner justement cette importance aux femmes, mais les hommes sont des êtres à part entière. Alors, ils ont certains défauts, mais c'est parce qu'ils sont tels que sont les hommes. Alors, ils ont des faiblesses, mais ça fait partie de leur charme. Ils sont séducteurs ou menteurs, ou lâches, ou généreux, ou pleins de poésie. Irez-vous jusqu'à dire, mademoiselle Ardan, que les femmes créent mieux les personnages des hommes que les hommes eux-mêmes? Mais je crois que certaines femmes peuvent créer mieux les hommes, ainsi Nina Companès, parce que elle ne les rend pas des héros, entre guillemets. Elle leur donne toute leur vérité, avec leurs qualités, leurs défauts. Alors, quel est le thème de ce deuxième numéro, de cette deuxième émission? Nous vous avions laissé samedi dernier, amoureuse d'un très beau quinquagénaire aux tempes argentées, comme l'on dit. Oui, Fanny croyait qu'elle allait être inconsolable de ce premier amour, mais très vite, sa jeunesse parle pour elle, et elle va rencontrer d'autres hommes dans sa vie, et entre autres, l'homme qu'elle va épouser au cours d'un bal, mais je vous en dis pas plus. Vous avez surgi sur les écrans de la télévision presque pour la première fois. On vous connaissait comme actrice de théâtre, surtout. Oui. Je pense à Tête d'or de Claudel au cours de l'été dernier. Oui. Mais est-ce que le succès qui semble bien parti pour vous dans Les Dames de la Côte ne va pas vous... Comment dirais-je? Est-ce qu'il ne vous rendra pas prisonnière d'un seul et même personnage? Est-ce qu'on ne voudra pas toujours vous faire jouer le rôle un rôle semblable à celui que vous jouez là? Moi, je crois que si on me rend prisonnière d'un rôle qui veut dire un rôle généreux, un rôle de quelqu'un qui aime la vie et plein de contradictions, tant mieux. Mais si on m'enferme toujours dans la période 14-18, tant pis. Eh bien, ce sera à vous de vous défendre. Alors, dans 5 ou 6 minutes, nous vous retrouvons dans Les Dames de la Côte. Demain, le temps sera variable sur l'ensemble du pays. Les éclaircies alterneront avec des nuages qui donneront pluie ou neige. En montagne, des chutes de neige sur la région méditerranéenne. Au contraire, il y aura des éclaircies, mais avec Mistral et Tramontane. Les vents seront forts près des côtes de l'Atlantique et de la Manche. Les températures seront en baisse et des gelées sont à craindre sur le bassin parisien, le nord du pays, le nord-est et l'est. Après Les Dames de la Côte et à la fin du programme, vous avez rendez-vous avec Hervé Claude vers 23h. Il vous donnera les dernières informations de la journée. Et si tel est votre bon plaisir, nous nous retrouverons demain dès Antenne 2 midi à 12h45 et puis le soir à 20h. Bonsoir, merci.